Cette BMW E21 323i m'a coûté le prix d'une belle Porsche 993. Et l'histoire commence il y a 34 ans. On est en 92, j'ai 19 ans, j'ai bossé tout l'été et je suis en train de chercher ma première voiture. Un événement tellement important pour moi que depuis toutes ces années, j'ai gardé, découpé les annonces des finalistes. À l'époque, c'était une petite photo noir et blanc pixelisée dans un journal. On n'avait pas de liste de favoris, il n'y avait pas internet, il n'y avait rien de tout ça. Déjà, à l'époque, les déplaçoirs étaient interdits. Regardez, Rover Vitesse 3,5 litres V8, Opel Firenza 3 litres V6, Ford Capri 3 litres S, Land Rover châssis courbe V8, Lancia Beta coupé et BMW E21 323i. Propulsion, 6 cylindres, ces doubles sorties d'échappement tellement évocatrices, mais aussi une réputation d'une machine difficile à dompter. Jeune permis que j'étais, elle me faisait peur. Donc j'ai préféré renoncer et j'ai acheté la beaucoup plus sage Audi Coupé GT, 5 cylindres, 2 litres, traction. Et vu comment je l'ai cravaché, heureusement que j'ai pas acheté la 323i parce que j'aurais terminé contre un platane. Mais le problème des fantasmes mécaniques, c'est qu'ils ne disparaissent jamais vraiment. Alors 30 ans plus tard, j'ai fait quelque chose de légèrement déraisonnable. Pour revivre le fantasme de mes 19 ans, j'ai fait construire par Munich Icons en Belgique ma vision ultime de la E21. Et c'est comme ça qu'on arrive avec ce resto mode à ce qu'une simple E21 puisse coûter le même prix qu'une Porsche 993. Alors, je vais vous détailler la spécification complète, mais d'abord, quelques impressions de conduite. Alors, ce qui est impressionnant avec un resto mode, c'est qu'on a fondamentalement une expérience de conduite qui est vintage. Ça veut dire une voiture qui se balade, qui se dandine, qui danse. Voilà, elle est en train de danser dans ce rond-point, qui communique beaucoup et qui pour autant a des performances au goût du jour. Qui a une mécanique qui est charismatique, qui est communicative, qui est brute de fonderie. Alors évidemment, il n'y a aucune aide à la conduite. Non, il n'y a même pas d'ABS, évidemment. On est livré à nous-mêmes, responsable de ce qu'on fait. C'est une voiture qui est tellement compacte. On peut même choisir ses trajectoires dans un virage, tellement elle occupe peu de route. Et ce qui va avec cette compacité, c'est la légèreté, évidemment. C'est une voiture qui pèse, alors qu'elle prend 4 passagers plus moi, 5 personnes, elle pèse 1 tonne 100. Et cette impression de légèreté, elle est omniprésente dans tout ce que la voiture fait. Que ce soit l'accélération, le freinage, la façon dont elle est mobile dans les virages. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans une voiture moderne. La surface vitrée également, très généreuse. Ça veut dire que le cockpit est baigné, l'habitacle est baigné de lumière. C'est hyper agréable. Et c'est une voiture qui, sur cette base ancienne, apporte un niveau de grip, de performance, d'accomplissement qui est tout à fait étonnant. Alors vous imaginez qu'avant d'investir dans de coûteuses modifications, j'ai voulu vérifier que j'achetais la bonne 323i. Pour ça, avant d'aller la voir, j'ai sorti son rapport d'historique quart vertical pour faire parler son passé. Regardez par exemple le rapport de cette triste M3 E90. Il y a 3 ans, elle a tapé de l'avant. Dommage parce que c'était une rouge sur intérieur beige en boîte manuelle, le genre de voiture qui m'aurait bien tenté. Et regardez cette photo qui montre la voiture au ralenti et le niveau d'huile en dessous du minimum. C'est une voiture clairement à fuir. Par comparaison, le rapport de ma 323i était vierge de soucis. La batterie de voyant vert rassure, on voit que c'est une vraie 323i, il n'y a aucun dommage signalé, et un historique qui recoupe bien celui du dossier papier. Espagnol d'origine, première main jusqu'en 2014, et resté en Espagne jusqu'en 2020. Ça, c'est un gage que la voiture a été sans corrosion.
Alors pour vous aussi faire parler le passé d'une voiture qui vous intéresse, vous avez le droit d'utiliser mon code 1G qui vous donne droit à moins 20%. Vous avez le lien dans la description. Quand on s'apprête à dépenser des milliers dans une voiture plaisir, le rapport d'historique car vertical est une formalité non négociable. Maintenant, retour à la conduite. La E21 est significative parce que c'est la première génération de BMW série 3. Et avec cette génération, BMW a inventé une nouvelle catégorie. La familiale, compacte, sportive, propulsée par un gros moteur noble, fiable, sur laquelle on peut compter et qui encore aujourd'hui fonctionne comme une voiture, c'est-à-dire on peut compter dessus, elle démarre au quart de tour, il y a un système de ventilation habitacle et de désembuage qui fonctionne et le style de cabine, c'est un style résolument moderne. Conçu dans les années 70, il faut voir que cette disposition avec les 4 compteurs a inauguré un style BMW qui allait perdurer pendant 30 à 40 ans ensuite, jusque dans les années 2010. Et pareil, la console centrale étonnamment moderne, avec les commodos ronds pour fixer la ventilation habitacle, ça n'existait pas avant. Il n'y a pas besoin de faire plus de concessions que ça pour se faire plaisir au volant d'une E21. Elle est significative aussi parce que c'est la E21 qui a lancé le 6 cylindres en ligne M20 qui a perduré pendant un paquet d'années dans la E30, la E36, la E34, la E28. C'est un moteur qui a fait la réputation de BMW. Alors comment on en arrive à dépenser le prix d'une belle Porsche 993 dans une E21? Une partie de la réponse, c'est regarder la taille du dossier. Ça, c'est quasiment que mes factures à moi, dépensées chez Munich Icons, et c'est en changeant tout. La cylindrée de 2,8 litres, c'est un moteur longue course, donc vilebrequin spécifique, bielle spécifique. Avec ça, il y a des pistons haute compression et c'est une admission directe et bien sûr la culasse a été retravaillée avec des conduits qui ont été creusés pour circuler plus d'air, des grosses soupapes montées, des gros injecteurs Bosch pour aller avec. Le calculateur est un calculateur moderne calibré spécifiquement pour cette voiture. L'échappement est sur mesure, c'est-à-dire quasiment tout a été changé sauf le bloc. Au niveau transmission, gros chantier là aussi, parce qu'on a une boîte 6 qui a été adaptée d'une série 1 moderne, une E87, qui va avec un pont à l'arrière issu d'une E30, des demi-arbres de transmission d'une série 5 E28, un berceau arrière custom sur mesure pour prendre tout ça. C'est vrai qu'on avait essayé initialement de conserver le pont arrière de E21, mais en fait il a tenu 6 mois et ensuite boum, il a explosé sous la torture du couple. Par contre le pont E30 marche très bien et équipé d'un pont court avec la boîte 6, ça fait qu'on a le meilleur des deux mondes. On a des intermédiaires qui sont courts, donc pour s'amuser sur petite route, pour sortir d'une épingle, c'est top. Et à la fois, pour cruiser à 170 par exemple sur une autoroute, ça le fait, parce qu'en 6e, on a un moteur qui est relativement silencieux. Essayez de faire ça avec une E21 d'origine, vous m'en donnerez des nouvelles. Au niveau suspension des combinés filetés, ça va très bien. C'est-à-dire, alors ils sont réglables, hein. J'ai mis les réglages les plus souples parce que quand on a une voiture aussi légère, 1 tonne 100, il y a tellement peu de masse à contrôler en fait que ça fonctionne bien. Les freins, des gros freins avant. Disque percé, ventilé, gros étrier 6 pistons. Bon, vous voyez un peu l'image, on est sur une reconception mécanique totale. C'est pour ça que j'appelle cette voiture un resto mode et c'est pour ça que Munich Icons accepte de la signer avec leur plaque, un peu comme le fait Alpina, parce que c'est une préparation totale. C'est pas juste un aspect qui a été travaillé. Alors j'ai conscience qu'il faut qu'on parle des aspects législatifs de ce resto mode parce que c'est une voiture modifiée. Les modifications n'ont pas été homologuées, d'ailleurs elles ne pourraient pas l'être. Alors, comment je fais?
D'un point de vue contrôle technique, d'abord, c'est pas un problème, parce que le contrôle technique, c'est pas un contrôle de conformité, c'est un contrôle de sécurité routière, et cette voiture passe le contrôle technique haut la main. Maintenant, le nerf de la guerre, c'est l'assurance, évidemment, parce que n'importe quelle personne responsable se doit de rouler assuré, et pour rouler assuré, il faut être assuré en cas de pépin grave. Pour être assuré en cas de pépin grave, il faut déclarer les modifications à son assureur. La plupart des assureurs, quand on va leur déclarer ces modifications-là, la voiture a été expertisée, hein, j'ai envoyé l'expertise à l'assureur, la plupart des assureurs vont refuser la couverture. Il faut dans ce cas-là un assureur de niche, ça existe, et ces assureurs de niche n'assurent pas non plus n'importe quoi, n'importe comment. Il faut que ce soit une voiture plaisir, qui ne roule pas tous les jours, qu'on n'utilise pas pour aller au travail ou pour utilisation commerciale. Et il faut que ce soit une voiture qui est modifiée dans les règles de l'art par un professionnel, de façon responsable et cohérente. Et moyennant quoi, on peut être couvert pour une voiture modifiée en France. Et ça, pas beaucoup de personnes ne le savent. Alors, je profite d'être arrêté un instant pour vous montrer l'effet d'un volant moteur allégé. Le moteur prend hyper facilement ses tours. Ça, c'est fou. Par contre, contrepartie, au ralenti, il y a un bruit d'engrenage. Je ne sais pas si vous entendez, ça fait crrrr. C'est comme sur les GT3 RS chez Porsche. Parce que le volant moteur étant allégé, il y a moins de masse pour lisser les irrégularités de combustion qui du coup sont transmises dans la boîte et qui au point mort, ça fait ratatouiller les engrenages contre eux. Par contre quand on roule, ça fait plus aucun bruit et c'est un ratatouillage qui est complètement normal comme je l'ai montré dans ma vidéo sur la 997 GT3 RS. Dans cette définition de l'étude, le M20 est très coupleux. Alors pourquoi? C'est parce que j'ai choisi d'augmenter la course en priorité sur l'alésage. Il y a deux façons d'augmenter la cylindrée d'un moteur. On peut soit augmenter l'alésage, le diamètre des pistons, ou alors la course que parcourt chaque piston sur chaque combustion. Si on augmente la course du piston, on augmente le bras de levier du vilebrequin et on augmente la durée pendant laquelle le piston appuie sur ce bras de levier plus gros. Donc symboliquement, c'est comme défaire un écrou avec un bras de levier plus gros. Il y aura forcément plus de couple, y compris à faible régime ou sur les régimes intermédiaires. Alors, il y a un côté négatif, c'est que sur un moteur longue course, ce qui est très adapté à la route, parce qu'on a une relance qui se fait super facilement, voilà, je pars en troisième, ça tire. L'inconvénient, c'est qu'à haut régime, le moteur aura tendance à s'essouffler. Pourquoi? Parce que la vitesse du piston devient très grande pour un régime donné, parce qu'il a une course plus grande à parcourir, et donc l'air aura peu le temps de rentrer, et quand on rentre moins d'air, le moteur commence à s'essouffler. Il y a plus d'inertie également en rotation, donc si je vous montre, là, je suis en troisième, je vais descendre en deuxième, 3000 tours, il y a tout de suite un couple énorme, et il s'essouffle vers 6000 tours. Après 6000 tours, il n'y a plus rien à en faire. Alors, ce ne serait pas adapté à une conduite sur circuit, c'est pour ça que sur circuit, on va avoir un alésage gros. Par exemple, la M3E30, moteur réputé creux sur les bas régimes et contre lequel beaucoup de gens pestent parce que peu exploitable sur la route. Voilà, c'est un moteur qui est fait pour les hauts régimes, qui est fait pour être utilisé en compétition, en course, avec un alésage gros et une course relativement courte. Bon, alors la question qui reste, c'est ça a coûté combien tout ça? Déjà la voiture de base, je l'ai payé un certain prix. La 323i stock, je l'ai payé 32 500 €. C'est la fourchette haute du marché pour un exemplaire en parfait état, sans corrosion, avec une jolie spécification. Ensuite, j'ai rajouté une somme assez alarmante. Vous voyez mon classeur de factures de chez Munich Icons. J'ai dépensé 47 500 € en transformation, en préparation, en optimisation. Alors, on en arrive à 80 000 €. La question, c'est pas tant est-ce que la voiture les vaut, parce que si je voulais la revendre, bien sûr, je pourrais pas valoriser ce qui a été investi dedans. La question, c'est est-ce que j'ai là une expérience de conduite à 80 000 €?
Et là, je crois que oui, parce que le défi que je me suis lancé en faisant ce chantier, je venais de vendre ma Porsche 993, justement, une C2, boîte manuelle, et je me suis dit, est-ce que je peux créer une expérience de conduite de la même valeur sur base de E21? Cette E21 qui était ma passion de jeune adulte. Et pour moi, la réponse est oui, parce que essayer pour une somme pareille, ou même n'importe quelle somme, d'avoir une compacte familiale, parce que je voulais pouvoir emmener femme et enfants parfois, une compacte familiale vintage, mais avec ce niveau d'utilisabilité, ce niveau de performance, ce niveau de charisme mécanique, ce niveau de prestation quand on est à l'attaque sur les petites routes, et la possibilité de croiser à 170 ou plus grâce à la boîte 6, je veux dire, là on est dans le domaine du resto mode. Et quand on compare à d'autres resto mode, incomparable, ce serait l'Alfa Romeo de chez Alfa Olix, leur GT-A R 290. C'est assez similaire, parce qu'on est sur une petite compacte sportive vintage et qui a été massivement augmentée en termes de performance pour fournir une expérience de conduite qui est inimitable avec une mécanique moderne, parce que on est sur une base qui est aussi compacte, aussi légère, aussi agile. Je veux dire, avec cette voiture, je pourrais tenir sur des cols alpins des voitures infiniment plus puissantes, plus modernes. Je pourrais tenir des M3, je pourrais tenir des Porsche 911 sans problème. Et tout ça dans une ambiance vintage et avec quelque chose qui communique autant, qui engage le conducteur, qui n'a pas de filet de sécurité. C'est passionnel comme voiture, sauf que combien ça vaut? Commander une Alfa Olix, ça vaut entre 300 et 400 000 euros. Donc vous voyez, 80 000 euros, soit on peut trouver ça abominablement cher, ou alors on peut trouver ça étonnamment abordable. Tout dépend de son référentiel. Un autre point de comparaison, c'est la version Alpina, la B6 2,8 litres. Mais cette voiture est beaucoup plus performante qu'une B6 2,8 litres. Parce que la version Alpina, elle utilisait le gros bloc M30. Celle-ci utilise un bloc plus petit, poussé à 2,8 litres, et donc on a un moteur qui est plus léger. Sans parler de la boîte 6, les freins beaucoup plus performants. Enfin, une Alpina B6 ne pourrait absolument pas suivre le rythme de cette voiture, ça c'est clair et net. Alors, est-ce que pour autant, elle vaut sur le marché de l'occasion 80 000 euros? Bien sûr que non. Et est-ce que je la vendrai un jour? Quand je l'ai faite faire, je pensais que non. Mais ça, c'est souvent le cas. Quand je me passionne d'une voiture, je pense que je vais la garder à vie. Et en fait, si, je vais la vendre. Ça fait maintenant 5 ans que je profite de ma E21 Resto Mode, donc le fantasme est largement assouvi. Et comme souvent avec les voitures passion, quand un rêve est accompli, le prochain commence à pointer. Donc il est temps pour moi de passer à autre chose. Alors si la voiture vous intrigue et vous voulez voir l'annonce complète, elle est visible sur Cars In Cars Out. C'est ma plateforme d'achat-vente dédiée aux voitures passion. Parce que faire les petites annonces, c'est mon addiction. Et comme le Bon Coin me saoulait, j'ai créé ma propre plateforme. Le lien est dans la description.